Des amants discrets. Un couple franco-allemand dans l'après-guerre. Deuxième partie. Suite. Vers la fin de la guerre. J'avais attendu ma nomination comme institutrice avec impatience. Finalement, je ne suis pas nommée à Saint-Martin, mais à Saint-Saëns, à l'école communale de filles, en cours préparatoire. Je ne suis qu'à 5 kilomètres de la ferme. Le trajet est donc faisable à vélo. Et puis, il y a aussi le train. J'ai l'honneur d'avoir comme collègue Simone Vallès. Fin 1941, elle et son mari médecin, qui avait créé un hôpital mobile au sud de Dunkerque avant l'armistice, étaient membres du réseau Century, l'un des premiers réseaux du Bureau central de renseignement et d'action, fondé dès 1940, et que le couple avait intégré par l'intermédiaire du frère de Simone. C'est au sein de réseaux de renseignement ainsi que de filières d'évasion qu'ils se sont investis. Elle, en transportant des courriers au milieu de la nuit, lui, en soignant les aviateurs alliés abattus par la flak allemande, ainsi que de nombreux résistants blessés. Tous deux transmettaient les informations avec une radio cachée dans leur maison de la rue Andlé. Tout de suite, elle m'a pris sous son aile, ce qui a facilité mon intégration. En outre, je suis une fille du pays. J'ai la chance d'être dans des locaux scolaires épargnés par les bombardements. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'écoles en Normandie, où les instituteurs doivent parfois s'improviser couvreurs, vitriers ou menuisiers pour pouvoir effectuer une rentrée proche de la normale dans des établissements sinistrés. C'est souvent aussi le cas des logements des enseignants. Je n'ai pas ce problème car je peux rentrer à la ferme chaque soir. L'arrivée de nouveaux instituteurs comme moi et de stagiaires ne suffit pas à combler l'absence des maîtres encore prisonniers. Heureusement, notre profession a été peu touchée par l'épuration, puisque l'immense majorité des instituteurs avaient adopté un comportement consciencieux et étaient très investis dans leurs tâches quotidiennes pendant l'occupation. Comme nouvelle institutrice, je remarque que mes collègues plus anciens ont tendance à travailler de façon routinière et très livresque, dispensant la même instruction que celle que j'ai reçue, au demeurant excellente. Ils s'investissent timidement dans le développement des nouvelles pédagogies. Il est vrai que ces innovations exigent un effort de renouvellement qui peut être effrayant. Et surtout, nous devons faire face à de nombreuses autres préoccupations, plus matérielles celles-là. Beaucoup d'écoles et de logements d'instituteurs dans nos campagnes n'ont pas l'eau courante dans les locaux ni de WC, souvent résumés à une cabane compartimentée avec des planches sur un trou. L'école de Saint-Saëns, un bâtiment en briques rouges, avec devant quelques arbustes et entourée d'une barrière noire, est assez récente, puisqu'elle a ouvert ses portes en 1884. Elle est beaucoup plus grande que celle de Saint-Martin, et il y a aussi une école privée catholique. Cependant, force est de constater que les résultats au certificat d'études primaires, à 13 ou 14 ans, sont bien meilleurs à l'école publique qu'à l'école privée. Les parents s'en sont vite aperçus. Pour obtenir de tels résultats, nous travaillons certains soirs pour des rattrapages à titre gracieux, organisons des conférences et apprenons au plus grand l'analyse des sols pour les plantations, la fécondation artificielle des vaches. Nous passons des films aux enfants avec du matériel prêté par la Fédération des œuvres laïques, avec même les actualités, et prêtons des livres aux parents et aux enfants. Je me suis lancée avec enthousiasme dans cette aventure, et en rentrant chaque soir à la ferme, je peux aider mes parents au moins pour la traite des vaches. Mon métier d'institutrice me ravit. Si j'avais peur de manquer d'autorité au début, je suis aujourd'hui rassurée. Cela ne signifie pas que je suis devenue un dragon qui fait peur aux enfants, qui, de ce fait, se tiennent à carreau. Je n'en ai pas besoin. Les fillettes de ma classe sont assez disciplinées. Les voir s'aligner en rang impeccable lorsque la cloche retentit me donne souvent envie de sourire. Je n'ai que rarement besoin d'élever la voix. Les choses ont peu changé, malgré la libération, depuis le début de cette année scolaire 1944-1945. Il y a toujours la vérification des mains en entrant, ainsi que la morale du jour que j'inscris chaque matin au tableau et qui est l'objet d'une causerie d'1 quart d'heure à partir d'une phrase d'un conte moral ou tirée de la biographie d'un personnage illustre. En revanche, terminé, Maréchal nous voilà. D'autres chants patriotiques l'ont remplacé. La Marseillaise et le chant des partisans. Les élèves les plus grandes continuent à peiner sur les règles de grammaire et les opérations, ainsi qu'à transpirer sur la dictée quotidienne et les problèmes de robinet qui fuient ou de trains qui se croisent.
Les miennes n'en sont pas encore là. Mon rôle est de les former à de bonnes habitudes, propreté, ordre, exactitude, politesse, etc. Comme à l'école maternelle, les divers exercices font appel à l'activité spontanée pour leur faire acquérir les premières connaissances usuelles et surtout de les amener à observer, à comparer, à questionner et à s'exprimer. D'ici la fin de l'année, je dois évidemment les amener à maîtriser la lecture courante en m'appuyant sur des mots et des phrases simples que mes élèves peuvent comprendre aisément et lire avec naturel. J'y consacre 2 heures chaque jour, réparties 4 fois dans la journée pour ne pas les lasser. La lecture est vraiment essentielle, car l'enfant ne peut pas apprendre grand-chose s'il ne peut pas lire. Mais je veux surtout qu'elles y prennent plaisir. À 2 exceptions près, elles savent toutes lire au bout de 3 mois. D'ici la fin de l'année scolaire, elles sauront lire couramment avec une prononciation distincte et correcte, une diction simple et naturelle, et où, si possible, le rythme des phrases est marqué exactement. La condition est que le texte soit bien choisi. On n'apprend bien que ce qu'on aime bien. Et en outre, ce texte doit pouvoir servir ensuite à une leçon de vocabulaire ou de grammaire. C'est par le choix de mes textes que je me démarque un peu de ce qui se fait habituellement. Quant à l'écriture, 1/4 d'heure 2 fois par jour y est consacré, notamment aux minuscules en écriture anglaise, mais aussi en écriture script, même si elle est facultative. L'écriture est un outil dont les élèves ne peuvent se passer, et elles doivent en maîtriser le mécanisme. Je combine évidemment lecture et écriture qui sont solidaires. Les élèves dont les parents ne parlent que le patois braillon, qui est un mélange de cauchois et de picard, pourraient à première vue partir défavorisés. Mais c'est loin d'être une généralité. La langue française que nous enseignons n'est pas exactement celle que les enfants emploient spontanément, celle que les enfants ont appris de leur mère, de leur famille et de leurs camarades, auprès desquels elles ont acquis, en parlant, les habitudes linguistiques de leur milieu. Elles parlent une langue mêlée de mots d'argot et de termes impropres, indifférente aux accords essentiels de genre et de nombre, ignorant la valeur des temps et des modes. À l'école, je dois leur enseigner le bon usage de la langue, c'est-à-dire que lorsqu'une élève emploie un mot à la place d'un autre, je dois lui enseigner la signification précise du mot. Lorsqu'elle défigure la prononciation d'un mot, je dois lui en apprendre la prononciation exacte. Quand elle construit une phrase suivant une syntaxe usuelle mais populaire, c'est ma tâche de lui montrer la construction correcte des propositions et des phrases. À cela s'ajoute l'étude de courts poèmes simples bien choisis pour la récitation que je leur fais mémoriser par audition, en exigeant d'elles une prononciation distincte et une diction correcte. Avec les exercices très simples de vocabulaire et d'élocution, au cours desquels je veille très attentivement à la bonne prononciation, je ne fais appel qu'à des mots simples de la langue usuelle, à des mots qui désignent des objets ou des êtres que mes collègues connaissent parfaitement. Encore faut-il qu'elles déterminent l'emploi exact de ces mots, qu'elles les comparent à d'autres mots, qui peuvent être des synonymes ou des antonymes, mais aussi à des mots qui sont ressemblants à ceux qu'elles connaissent, comme les paronymes et les homonymes. C'est surtout à l'occasion des leçons de lecture que j'appelle l'attention des enfants sur le sens, l'emploi et l'orthographe des mots. L'année prochaine, elles pourront par la conversation et la lecture acquérir des mots nouveaux, dont il faudra leur enseigner le sens et le bon usage. C'est aussi seulement à ce moment-là qu'elles aborderont la grammaire. En ce qui concerne l'élocution et la rédaction, au niveau de la classe préparatoire, je me contente de leur lire des textes courts qu'elles doivent écouter et reproduire. Pour le calcul, je passe 3 fois 1/4 d'heure chaque jour à faire étudier à mes élèves les chiffres et les nombres, en commençant par ceux de 1 à 5, puis de 5 à 10, puis de 10 à 20. Je leur apprends à les former, les décomposer, les nommer et les écrire. J'utilise pour cela des pièces et billets de 1, 2, 5, 10 francs, des décimètres et des doubles décimètres gradués en centimètres. Progressivement, j'aborde les nombres de 1 à 100, les notions de dizaines et demi-dizaines. Mes élèves apprennent à compter par 2, par 10, par 5, en s'appuyant sur l'usage d'un damier de 100 cases et d'un mètre ruban. L'objectif final est d'aborder des exercices et des problèmes concrets d'addition, de comparaison et de soustraction, de multiplication et de division par 2 et 5, en utilisant les chiffres et nombres abordés au cours de l'année. Mais l'enseignement ne s'arrête pas à ces matières essentielles, puisque j'aborde également des exercices d'observation, l'histoire et la géographie en passant plutôt par le jeu, mais aussi le dessin, le travail manuel,
le chant et l'éducation physique. Enseigner dans une classe de CP est vraiment fascinant, car cette classe est le point de départ de l'apprentissage fondamental de la lecture, de l'écriture et des mathématiques pour les enfants. C'est aussi le lieu où les rituels quotidiens prennent une place essentielle. Ces rituels ne sont pas de simples habitudes, mais des éléments clés pour aider les élèves à se sentir bien et à apprendre efficacement ce qui leur servira toute leur vie. Des salutations du matin, ce petit moment où les élèves apprennent à se dire bonjour, à nommer la date et à jeter un œil à la météo, jusqu'au rendez-vous quotidien avec un livre ou un texte, et le plongeon dans le monde des chiffres, je veille à ce que ces rituels soient réguliers, en phase avec les besoins de mes élèves qui doivent interagir. Tout ça me passionne, et je ne m'imagine pas exercer un autre métier. Il paraît qu'il va y avoir une réforme de l'enseignement. J'ai hâte de savoir. Va-t-on nous imposer des méthodes précises ou nous laisser une certaine liberté dans notre pédagogie? La plupart de mes élèves viennent à l'école communale de Saint-Saëns à pied, car elles habitent juste à côté. D'autres habitent un peu plus loin et viennent à vélo, sur le porte-bagages d'une sœur ou d'un frère plus âgé, scolarisé comme elle à Saint-Saëns. Pour cela, il y a une cantine, chose qui n'existe pas à Saint-Martin, où les écoliers venant des hameaux alentours amènent leurs gamelles qu'ils réchauffent au coin du poêle lors des périodes froides. Nous continuons tous à suivre l'avancée des Alliés. Le conflit ne s'est pas terminé comme nous l'espérions à la fin de 1944. La progression est plus lente que prévu. Après la bataille de l'Escaut, celle des Ardennes nous a prouvé qu'Hitler n'a pas l'intention de lâcher facilement. Manifestement, ce fou est prêt à sacrifier son peuple. Avec tous ces événements, les échanges de courriers avec André deviennent plus sporadiques. Je crains pour sa vie depuis que les Alliés bombardent l'Allemagne sans discontinuer. Cependant, Munich n'a pas semblé les intéresser avant avril 1944. En revanche, les bombardements de juillet y ont été très meurtriers. Mais j'ai été vite rassuré par une lettre de mon frère m'affirmant qu'Oberstdorf est à plus de 150 km de la capitale bavaroise et ne présente pas un grand intérêt stratégique. Bien sûr, l'étude de la progression des Alliés fait l'objet d'une partie des cours d'histoire. Nous suivons les événements dans les journaux et les enfants sont avides de savoir quand cette guerre finira, car pour certains d'entre eux, leur père est prisonnier depuis juin 1940 ou bien est parti pour le STO en 1942 ou en 1943. Nous n'avons en revanche pas de nouvelles des personnes déportées. Mais un article dans un journal national, le 12 avril 1945, nous révèle certaines exactions commises par les nazis avec à l'appui une photo des cadavres de prisonniers abattus avant la fuite de leurs tortionnaires, découverts par les troupes de Patton dans un camp à Ohrdruf. Les pauvres avaient été massacrés à la mitraillette et à coups de baïonnette. Cet article très court nous a fait froid dans le dos et nous font craindre le pire pour les résistants déportés que nous connaissons. Les actualités évoquent toujours la guerre en ce printemps 1945, mais aussi le pays en ruine. Car à l'automne 1944, beaucoup d'usines ne fonctionnaient plus, près de la moitié des gares étaient détruites, des milliers de machines et de wagons inutilisables, le réseau de communication avait été jeté à bas, des milliers de ponts détruits, dont certains 2 fois, mais aussi les ports comme celui du Havre, le plus détruit d'Europe. Pourtant, la vie reprend petit à petit. Les ports s'apprêtent à rouvrir au trafic, le réseau ferré est rétabli et la moitié des locomotives y circulent à nouveau, les trains et les voitures ou les camions empruntent des passerelles provisoires jetées par le génie des armées pour remplacer les ponts. Pourtant, des Français continuent à vivre au milieu de ruines, dans des baraquements provisoires, faits de matériaux récupérés sur place, où l'accès à l'eau, à la lumière ou à la chaleur reste difficile. La production de charbon reste encore bien en deçà de celle d'avant-guerre, mais permet de faire fonctionner les usines et les trains. Les industries métallurgiques, aéronautiques et pharmaceutiques se remettent au travail. Si les Allemands n'occupent plus le pays, les Américains, eux, sont bien présents, et leur présence n'est pas sans conséquence dans certains coins, comme les zones côtières. Avec les Américains, ce n'est pas vraiment pareil. Par exemple, nombre d'enfants scolarisés préfèrent servir de guide, d'informateur ou de coursier aux GIs plutôt que d'aller en classe. Mais ça n'est pas le pire. Les débordements sont fréquents, souvent consécutifs à des soldats en état d'ébriété, avec des bagarres, des vols, des viols. D'ailleurs, certains Normands n'hésitent pas à dire qu'avec les Allemands, les hommes devaient se camoufler, mais que depuis que les Américains sont arrivés, il faut cacher les femmes.
Tout ceci génère des tensions qui, toutefois, touchent peu notre campagne. Les choses sont en effet un peu plus calmes dans notre pays de Bray, libéré par les Britanniques et les Canadiens, qui ont su recueillir les sympathies par leur attitude compréhensive et leurs sentiments que nous avons perçus comme fraternels. La guerre n'a pas encore pris fin, mais en avril 1945, nous, les femmes, votons pour la première fois aux élections municipales. Certes, cette participation a lieu sans passion ni enthousiasme, car la grande préoccupation quotidienne de tous reste le ravitaillement. À la fin du mois d'avril, nous avons vent du retour de certains déportés des camps. C'est le cas de Roger, qui, après un passage à l'hôpital, a été rapatrié par train. Je n'ai pas pu aller l'accueillir à son arrivée, mais mes parents ont accompagné sa mère à la gare. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la première image qu'ils ont eue de lui à ce moment-là les a fortement marqués. Je suis allée le voir chez sa mère le dimanche 29 avril, chargé d'un panier regorgeant de légumes, d'un poulet, de lait, de beurre et d'œufs que m'a confié ma grand-mère. Je reste muette lorsque je le vois. Roger n'a que 23 ans, mais à cet instant, son âge est indéfinissable. Il a des difficultés à se tenir debout, semble très affaibli. Ses vêtements flottent autour de lui. Il n'a plus que la peau sur les os, une peau terne et blafarde. Ses yeux semblent immenses dans ce visage qui fait penser à celui des momies égyptiennes. Son crâne est complètement rasé. Je ravale ma salive et m'efforce de ne pas montrer mes émotions face à ce mort-vivant. Mais il n'est pas dupe. Les SS n'ont pas réussi à me tuer dans leur fichu camp. C'est pas maintenant que je vais me laisser aller, crevette. Tu sais, j'ai déjà repris 8 kilos, mais ma réalimentation doit être progressive, m'a dit le médecin ricain. Tu dois t'accrocher, Roger, dis-je enfin. J'y compte bien, mais il va falloir du temps avant que je puisse retravailler. Ça prendra le temps qu'il faudra, déclarai-je. Tu sais bien que mes parents auront toujours du travail pour toi. Je vois bien qu'il tente de donner le change, mais il est dans un tel état de fatigue que j'écourte ma visite, lui promettant de revenir le dimanche. J'échange un peu avec madame Buisson, qui reste très inquiète. Roger fait de nombreux cauchemars, et elle l'a déjà retrouvé couché par terre plutôt que dans son lit. Le docteur a parlé de problèmes physiques liés à la dénutrition extrême, mais aussi de traumatismes psychiques, qu'il ne pourrait surmonter qu'en parlant de ce qu'il a vécu, en acceptant l'aide de ses proches. Hélène, je sais que tu es douée pour recueillir les confidences. Je t'ai vue avec Lucie. Bien sûr, le problème est beaucoup plus profond chez Roger, mais je suis sûre qu'il finirait par se confier. Je vais essayer, madame Buisson. Je viendrai 2 fois par semaine. Avec mon travail et la ferme, je ne pourrai pas faire plus. Je regagne la ferme pour la traite du soir, complètement chamboulée. J'ignore comment je vais pouvoir aider ce jeune homme brisé, assailli par l'angoisse, victime de crises de panique, et dont les nuits sont emplies de cris de terreur, que sa mère ne sait comment endiguer. L'attitude de la part des gens me surprend. Ils semblent vouloir passer à autre chose, oublier. Et j'imagine que ces réactions d'indifférence, de méconnaissance, ou à l'opposé un intérêt morbide, sont déstabilisantes. Entre-temps, les journaux annoncent l'imminence de la capitulation de l'Allemagne et de la fin de la guerre en Europe. Je me demande quand mon frère va revenir. Chaque jour, nous attendons des nouvelles. Comme promis à madame Buisson, je suis allée voir Roger le jeudi après-midi suivant, afin de lui tenir compagnie et l'écouter. Il commence par m'évoquer des anecdotes décousues. Interné au camp de Compiègne, après avoir quitté Bonne Nouvelle avec tous les autres détenus résistants, Roger est déporté une semaine plus tard en Pologne, à Auschwitz, dans ce qu'il a nommé le convoi des tatoués. Puis les Allemands les ont remis 15 jours plus tard dans un nouveau train, direction Buchenwald, où ils sont arrivés le 14 mai 1944. Une partie des déportés du convoi des tatoués étaient morts avant ce transport vers un nouvel inconnu des suites des tortures qu'ils avaient subies, ou de maladies, d'épuisement et de faim. Pendant de longs mois, Roger survit dans ce lieu de terreur et d'exaction, situé près de Weimar, où quelques 56 000 détenus ont péri de faim, de froid, de maladie, ou après avoir été exécutés. J'ai été affecté au commando de la Bau 3, puis à Mittelbau Dora, une annexe de Buchenwald, où les déportés travaillaient sur des moteurs automatiques destinés aux fusées V2. J'ai entendu parler de ces engins,
l'arme secrète d'Hitler. Il y avait plusieurs rampes de lancement de V1 puis de V2 par chez nous. D'ailleurs, dans les falaises de Caumont, bordant la Seine, les Allemands avaient installé une usine de production d'oxygène liquide pour le propulseur des V2. Roger reprend le fil de ses pensées. On a eu cette joie formidable de la libération de Paris. Dans les camps, les gens reprenaient courage. Ils se disaient qu'on serait libre à Noël. Je n'y croyais pas beaucoup. J'avais raison, se souvient-il. Début janvier 1945, il est déporté au commando d'Ordroof pour creuser des tunnels. Un commando particulièrement meurtrier. On s'est retrouvé à Ordroof, une petite ville avec un camp militaire où s'entraînaient les blindés allemands. Les types travaillaient nuit et jour à creuser la montagne. Je me suis dit, être réveillé à 4-5 heures du matin, rentrer à 10 heures du soir, je vais tenir 15 jours. Pour la première fois, j'ai pensé que peut-être je ne reviendrais pas. Il se tait quelques instants, plongé dans ses réflexions, comme s'il cherchait à se remémorer et rattraper le fil de son histoire. Mais j'ai été recruté pour installer l'électricité dans des écuries, et cette mission m'a certainement sauvé la vie. Je dormais dans un ancien logement de la Wehrmacht, quand il y avait des types qui étaient sous des toiles de tente par moins 15 degrés. Je crois qu'on a été jusqu'à 25-30 000, et on est revenu à 1600, décrit-il. Au printemps, la guerre touchait à sa fin pour nous, songeai-je. Mais eux, les prisonniers, n'étaient pas au bout de leur peine. On savait, évidemment, depuis pas mal de temps que les Russes et les Alliés avançaient. Mais entre avancer et être à nos portes, il y avait une grande différence, s'exclame-t-il. Roger mena ensuite que le 2 avril 1945, le camp d'Ordroof est finalement évacué. Les déportés sont jetés sur les routes lors de ce qu'il me dit avoir été des marches de la mort. On est parti par groupe de 1000 sans savoir la destination. On a marché. Il bruinait. On ne s'arrêtait jamais dans une campagne très montagneuse. Et on a marché comme ça 3-4 jours. Lorsqu'un type tombait, que personne ne le relevait, il était abattu d'une balle. Ils en ont tué pas mal, parce qu'il y avait des types qui, au départ, étaient déjà à moitié morts. On est arrivé devant la gare de Weimar, puis on a pris la montée vers Buchenwald. Elle faisait 6 à 7 kilomètres. Il y a eu 72 cadavres. Il semble revivre ces moments. Je lis l'horreur dans ses yeux. C'était comme s'il voyait encore les cadavres de ses compagnons de voyage. De retour à Buchenwald, il avait retrouvé certains de ses camarades qui avaient quitté Rouen en même temps que lui. Un type debout à côté de moi m'a reconnu et m'a ramené au bloc 34. J'étais couvert de poux, se souvient-il. Alors que les Alliés progressaient, les déportés attendaient leur libération, mais avec une grande appréhension. Il y avait beaucoup de fébrilité dans le camp, explique-t-il. On craignait un massacre plus ou moins organisé par les SS avant que les Alliés puissent nous libérer. Les SS ont commencé à vider le camp, bloc par bloc, et chaque groupe était envoyé à la gare de Weimar, où attendaient des wagons dégueulasses. Mais le 11 avril, l'heure de la libération a enfin sonné. Après de longs mois de souffrance, Roger a pu dire au revoir à cet enfer. Depuis pas mal de temps, le camp de Buchenwald était survolé par des chasseurs américains. On a commencé à préparer des armes, et puis tout à coup, une unité américaine est arrivée. Les SS n'ont pas engagé le combat, ils ont préféré foutre le camp. Quelques minutes plus tard, on était dehors. Son regard se perd à nouveau dans le lointain, avant qu'il s'assoupisse. Je rejoins Madame Buisson, qui m'offre un café dans la cuisine. C'est la première fois qu'il parle autant, me dit-elle. Mais je comprends bien que certaines choses restent difficiles à évoquer. C'est un bon début. Oui. En même temps, je sens qu'il hésite encore à dire ce qu'il a vécu. C'est comme s'il avait peur qu'on ne le croie pas. C'est à lui de décider de ce qu'il veut dire et quand. J'ignore pourquoi, mais lorsque je suis rentrée à la maison, après ses premières confidences, j'ai pris un cahier et j'ai noté ce qu'il m'avait raconté, ses attitudes, son comportement. Maintenant, je le fais systématiquement. Une force invisible m'incite à écrire son histoire, pour ne jamais oublier ce que les déportés ont vécu. Lorsque je reviens le dimanche après-midi, Roger est bien réveillé et il m'accueille avec un sourire. J'en profite pour lui poser la question qui me turlupine depuis le dimanche, quand j'ai posé sur le papier ce qu'il m'a confié. « Tu m'as dit,
Dimanche, que le 11 avril, vous avez commencé à préparer des armes. Comment est-ce possible? Comme s'il s'attendait à ma question, il s'empresse de m'apporter des explications, ce qui l'oblige à un retour en arrière de quelques années, bien avant la guerre. Ce que je vais te dire va te surprendre, Hélène. Mais la volonté de continuer de dire non aux nazis, même dans les camps et malgré une mort promise, s'est d'abord manifestée chez les déportés allemands. Il s'agissait souvent d'opposants au régime, déportés dès 1933 à Sachsenhausen, Oranienburg, Lichtenburg ou Dachau, puis transférés à Buchenwald dès sa création en 1937, antifascistes, communistes ou socialistes. Il sourit devant mon regard abasourdi. Pourtant c'est logique. Chez les Allemands comme chez nous, il y a eu ceux qui ont adhéré à l'idéologie fasciste, ceux qui se sont faits invisibles pour survivre et ceux qui ont résisté. Ils ont été rejoints par d'autres nationalités et d'autres obédiences politiques et spirituelles par la suite et ont constitué une organisation de résistance totalement clandestine. C'est ainsi que le Comité international clandestin de Buchenwald, fruit d'une initiative des résistants allemands, a vu le jour pendant l'été 1943, suite à une réunion ultra-secrète. Il poursuit en me relatant des noms de personnalités qui me sont inconnues pour certaines et d'autres que je connais au contraire très bien. Parmi ceux que je ne connaissais pas, il évoque Walter Bartel, arrivé à Buchenwald en 1939 et chef du comité jusqu'à la libération du camp. Marcel Paul, grand résistant communiste français, déporté à Auschwitz puis à Buchenwald en 1944, ainsi que le colonel Manès, autre grand résistant français, adjoint de Jean Moulin. Ce dernier nom, au moins, je le connais bien. Il me parle aussi d'Albert Forcinal, le député eurois originaire de Gisors, qui animait, dans la région de sa ville, le mouvement Libération Nord et avait intégré également le réseau Cohort Assurie. Cet homme-là, je savais de qui il s'agissait. La débrouillardise individuelle ne suffit pas pour survivre dans les camps, et lorsqu'elle fonctionnait, c'était souvent grâce à des actions immorales, me raconte Roger. Nous ne pouvions nous appuyer que sur la solidarité, le soutien mutuel, l'aide apportée aux plus jeunes, aux vieillards, aux malades, aux désespérés. C'est à partir de ça que s'est organisée l'organisation clandestine du camp, et ce, pour toutes les nationalités, et en particulier pour nous, les Français de Buchenwald. J'ai les larmes aux yeux lorsqu'il m'évoque certains gestes bouleversants, tels la soupe collectée par cuillère dans les gamelles de ceux qui eux-mêmes mouraient de faim et cependant consentaient ce sacrifice pour sauver plus faibles qu'eux, ou encore le vol au péril de la mort jusque dans les magasins SS de pommes de terre, de légumes, de sucre, de linge. Tout cela sous la menace permanente de la potence et préalablement celle de la torture. Après mai 1944, des discussions s'étaient engagées entre les déportés responsables gaullistes et communistes en vue d'aboutir à la constitution d'un comité à l'image du Conseil national de la résistance et qui serait susceptible de mettre en action l'ensemble des forces françaises, compte tenu, bien entendu, des impérieuses exigences de sécurité que supposait toute activité clandestine dans un camp nazi. C'est grâce au colonel Manès et à son expérience acquise auprès de Jean Moulin que les choses ont pu s'organiser au niveau des Français, me précise Roger. Ainsi, une trentaine de groupements, gaullistes en majorité, mais aussi communistes, se sont formés tout en restant cloisonnés et sans contact organique entre eux. Nous savions, déportés lambda comme responsables de la résistance dans le camp, que nous étions à la merci de n'importe quoi, de n'importe quel prétexte qui pouvait mener à des massacres de masse. L'apparition des rumeurs sur la décision d'Himmler de faire disparaître les détenus et les camps n'a fait que confirmer que nos craintes étaient bien réelles. Il y avait donc un comité français au sein du comité international qui existait déjà ? Demandai-je, les sourcils froncés. En effet, le comité de résistance française est né en mars 1943, puis est devenu en 1944 le comité des intérêts français. Et quel était son rôle par rapport au comité international ? Déjà, il devait détecter parmi les nouveaux convois de déportés ceux qui étaient des résistants français, permettre l'entraide entre Français pour résister humainement. Ensuite, il y avait l'aspect politique de la résistance, c'est-à-dire organiser le sabotage dans les usines nazies, préparer et participer, le moment venu, à la libération du camp. Comment pouviez-vous saboter dans des usines nazies ? J'apprends alors médusé que fin 1942, l'administration du camp avait engagé la plupart des détenus dans l'industrie de guerre,
dans des usines bâties à proximité du camp. Des commandos avaient été créés pour fournir de la main-d'œuvre aux usines d'armement, d'aviation. En 1943, l'arrivée des premiers convois de Français avait correspondu à la création de nouvelles usines, et notamment le camp souterrain de Dora, près de Nordhausen, où étaient fabriquées les fusées V1 et V2. Il y avait par exemple une grande usine d'armement située à côté des barbelés du camp de Buchenwald, la Gustloff-Werke, qui employait environ 3600 prisonniers. Alors, vois-tu, avec un petit sabotage par-ci, un autre par-là, et voilà une vis qui prend du jeu, des pièces d'artillerie, des moteurs, des installations électriques qui subissent une défectuosité, et vlan, la production industrielle de guerre allemande dans certaines usines s'en trouve ralentie. C'était quand même risqué, m'exclamai-je. Évidemment. En cas de découverte, c'était la mort assurée et par pendaison, précédée de la torture. Il m'avoue que c'est ainsi que la résistance clandestine de Buchenwald s'était dotée d'un comité militaire international dès septembre 1944 et avait rassemblé des armes détournées des usines allemandes d'armement par des déportés, au plus grand péril de leur vie, et enterrées sous les planches d'un bloc de détenus. Il y avait des fusils, des pistolets mitrailleurs, des pistolets, des grenades, des explosifs, des armes blanches. Le comité militaire clandestin possédait même un poste de radio, monté par un déporté polonais et manipulé par un déporté télégraphiste russe. En ce qui concerne les sabotages, il me cite l'exemple de celui de la fabrication des carabines K-43. Les plans de guerre nazis prévoyaient que 55 000 sortent tous les mois de l'usine Gustloff. Or, 3 000 seulement ont été produites en mars 1944, 6 000 en avril, 9 000 en mai et 600 seulement en juin. Les sabotages étaient si fins, infimes, mais efficaces, que les services compétents de l'état-major de la Wehrmacht n'ont rien trouvé. Il faut dire aussi que le directeur de l'usine et son bras droit n'étaient pas des flèches. Après le bombardement de l'usine, le 24 août 1944, le nouveau directeur, un ancien représentant de machines à coudre, a décidé, pour faire repartir la production, de prendre pour conseillers des ouvriers spécialisés déportés. Sacrée bonne idée. Elle a permis, malgré les contrôles très sévères des SS et les risques encourus par les déportés, de subtiliser et détourner des armes vers l'intérieur du camp, des armes dont nous allions nous servir à la Libération, le 11 avril 1945. Une question me turlupine depuis un moment. S'il y avait des zones travaillant sur l'armement, cela voulait dire que la zone était une cible pour les bombardiers britanniques et américains. Comment ça se passait quand les Alliés bombardaient ? Nous ne pouvions compter que sur notre bonne étoile si nous étions dans nos baraques ou à l'usine. Dans les camps, pas d'abri souterrain, du moins pas pour nous. D'ailleurs, le 9 février 1945, un bombardement allié a fait 300 morts parmi les déportés travaillant à l'usine d'armement Gustloff de Weimar. La Croix-Rouge allemande a refusé de recevoir des prisonniers de Buchenwald et de les soigner, notamment dans l'hôpital Sainte-Sophie de Weimar. Ça, je l'ai appris quand je suis revenu à Buchenwald au début avril. Je ne pensais même pas que c'était possible. Nous n'étions vraiment que du bétail. Les nazis nous ôtaient tout ce que nous possédions en arrivant dans les camps, nos vêtements et même notre identité, puisque nous n'étions que des numéros. Roger est parti sur sa lancée. Je ne peux plus l'arrêter dans ses confidences sur le camp de Buchenwald, le plus grand des camps de concentration encore existants. Fin février 1945, derrière les barbelés du camp principal et dans les 88 camps externes, se trouvaient 112 000 personnes, parmi lesquelles 25 000 femmes. Les effectifs avaient fortement augmenté depuis la fin 1944 avec l'évacuation progressive d'Auschwitz liée à l'avancée des Russes. Les conditions de vie dans le camp principal s'étaient fortement dégradées, provoquant quelques 13 000 morts. Le 5 avril, m'explique Roger, c'est le jour où je redébarque à Buchenwald après l'évacuation désastreuse du commando d'Ordruf. Nous étions 9 000 prisonniers arrivés. L'atmosphère dans le camp était plus tendue que jamais, et le 3 avril, il y avait eu un appel comme chaque jour, mais cette fois aucun prisonnier n'avait été emmené au commando de travail. Nous nous demandions tous ce qui allait se passer. Il me regarde comme s'il s'attendait à ce que je réagisse, mais je suis happé par sa narration, alors il poursuit. Le lendemain et le surlendemain, les évacuations de Buchenwald étaient si nombreuses qu'il restait moins de 25 000 déportés dans le camp, dont moi. Du 7 au 10 avril, 28 000 personnes du camp sont transférées vers les camps de Dachau, de Flossenbürg, de Theresienstadt
Mais ça, je ne l'ai su que plus tard. Puis les événements se sont accélérés. Je vois bien que Roger revit les événements comme s'il y était encore, à sa façon de les relater, comme ce qui s'est passé le 6 avril, après que 46 prisonniers, chefs présumés de la résistance clandestine du camp, ont été dénoncés. 33 sont des antifascistes allemands, 5 hollandais, 4 tchèques, 2 autrichiens et 2 polonais. Les SS avaient donc ordonné au doyen du camp, un déporté lui aussi, que tous se présentent le lendemain. La résistance avait toutefois réussi à les cacher et à éviter leur liquidation. Le 8 avril, le comité militaire clandestin du camp avait donné l'ordre que l'émetteur, soigneusement camouflé, soit activé, afin d'envoyer une dépêche capitale aux Alliés, au nom des déportés de Buchenwald, en allemand, en anglais et en russe. Cette dépêche étant restée sans réponse, une seconde avait alors été envoyée. Enfin, une réponse était arrivée, en anglais, et stipulée « Cassette Buchenwald, tenez bon, arrivons à votre secours », signé de l'état-major de la 3e armée américaine. Le 10 avril, des avions de reconnaissance américains avaient survolé le camp. Le commandant du camp, Pister, avait alors ordonné l'évacuation générale, qui devait d'abord commencer par celle des prisonniers de guerre soviétiques, 5000 hommes. Russes, Polonais, Tchèques s'étaient donc ébranlés en colonne et avaient quitté le camp. Nous l'ignorions alors, précise Roger, mais la 3e armée américaine était proche, entre Weimar et Erfurt. La nuit du 10 au 11 avril a été des plus tendues parmi les déportés, car tout était possible de la part des nazis. D'autant que les SS étaient de plus en plus nerveux. 60 prisonniers ont été pendus au cours de cette dernière nuit dans le crématoire du camp. Aussi, le 11 avril, le comité militaire clandestin du camp a décrété que l'alerte était au niveau 2. Les armes clandestines ont été sorties de leurs caches et distribuées. La tension montait d'heure en heure. Une nouvelle alerte aérienne américaine s'est produite à 11h45 et Pister, le commandant de Buchenwald, a ordonné le bombardement du camp. Heureusement pour nous, le commandant allemand de la base aérienne de Nora a refusé. Je l'entends pousser un soupir de soulagement à cette évocation. Il revit vraiment cette journée. Il laisse de plus en plus apparaître ses émotions, conscient que je ne le juge pas. Il reprend le fil de son histoire, haletant. À 13h, les premiers tanks américains de la 6e division blindée étaient apparus à Holtestedt. À 14h, une compagnie de SS s'était positionnée au nord-ouest de la forêt. Au même moment, 12 tanks américains avaient pénétré la forêt. À 14h30, l'ordre était donné par le comité militaire clandestin de lancer l'attaque. La tour de contrôle, encore gardée par des SS lourdement armés, avait été assaillie. Toutes les unités clandestines d'attaque du camp étaient entrées en action et la défense SS vaincue. À 15h15, le drapeau blanc flottait sur la tour. À 15h40, le premier tank américain était passé devant le camp, mais sans s'arrêter, fonçant sur Weimar. Enfin, à 16h, une Jeep américaine avait pénétré le camp. Tu ne peux imaginer, Hélène. Le drapeau de la liberté flotte déjà. Nous avons fait 200 SS prisonniers que nous livrons aux Américains sans même les avoir brutalisés. Les militaires US en étaient scotchés. Je crois qu'ils pensaient que nous allions les massacrer. Notre façon de faire a donc forcé leur admiration. 21 000 prisonniers étaient sauvés. En 8 ans d'existence, plus de 250 000 hommes, femmes et enfants de toutes les nations ont été détenus à Buchenwald. Plus de 56 000 d'entre eux y sont morts. Et s'il n'y avait eu que Buchenwald... Roger a raison. J'ignore combien il y a eu de camps en Allemagne et dans les pays occupés. Le soir, en rentrant, je m'isole dans ma chambre avec mon dictionnaire Larousse. J'essaie de me rappeler les noms de camps cités par Roger. Dachau, Flossenbürg, Theresienstadt, Sachsenhausen, Lichtenburg, Auschwitz, sans oublier Buchenwald et ses camps annexes, Nordhausen-Dora et Ohrdruf. Dachau est en Bavière, proche de Munich. Flossenbürg aussi, mais proche de la frontière tchèque. Theresienstadt se trouve dans la ville forteresse de Terezín, en Tchécoslovaquie, dans le protectorat de Bohême-Moravie. Sachsenhausen-Oranienburg est à côté de Berlin. Lichtenburg, en Saxe-Anhalt. Je peine à trouver Auschwitz, puis je me rappelle que Roger a aussi dit Auschwitz-Birkenau, et je finis par découvrir que les noms polonais sont Auschwitz et Brzezinka.
à une 50aine de kilomètres à l'ouest de Cracovie, dans la province de Silésie. Et enfin, Buchenwald en Thuringe, près de Weimar, comme ses annexes de Nordhausen et Ohrdruf, près de Gotha. Sachant que mon dictionnaire évoque 42 régions administratives, j'imagine qu'il y avait au moins un camp pour chacune d'elles. Et ça n'inclut pas la Pologne. Partant de ce qu'a dit Roger, avec les 56 000 morts de Buchenwald, avec une moyenne de 50 000 morts par camp, ça pourrait signifier qu'il y aurait eu au bas mot 2 100 000 morts. Je sais que cette estimation ne peut être qu'approximative, et certains camps peuvent être plus petits que d'autres, mais certaines régions semblent avoir été le siège d'au moins 2 camps. Si c'est le cas, le nombre des victimes peut être facilement de 2 millions, même plus. Brusquement, je frissonne. Comment est-ce possible? Mais le mercredi 9 mai, une autre nouvelle occupe nos esprits. Nous avons appris par la TSF que l'Allemagne a capitulé. La guerre est finie, du moins en Europe. Mon frère va pouvoir revenir chez lui, mais quand? Peu importe. Cela mettra le temps qu'il faudra. L'important, c'est que toutes ces tueries, ces destructions s'arrêtent. Pour l'occasion, mon père sort une bouteille de champagne de la cave. Je peux en profiter. Demain, il n'y a pas d'école. Mais il faudra tout de même aller traire nos vaches, qui, elles, n'ont que faire de nos préoccupations humaines. C'est un Roger ravi que je retrouve le lendemain après-midi. Petit à petit, il m'a dévoilé ce qu'il a vécu. D'abord dans le désordre, sans vraiment respecter de chronologie. Je suis capable de l'écouter pendant des heures. Si au début il a tenté de cacher ce qu'il ressent, petit à petit, il a laissé apparaître ses émotions. Il voit bien que je ne cherche pas à minimiser les souffrances qu'il a endurées et que je respecte son rythme pour confier ce qu'il est prêt à partager. Nous évoquons la fin de cette foutue guerre et la libération des prisonniers qui devraient intervenir dans la foulée. D'un côté, les prisonniers français, belges, néerlandais, britanniques et autres vont pouvoir rentrer chez eux, tout comme les hommes que le STO a envoyés en Allemagne. Mais s'il est question de libération pour les nôtres, va se poser le problème des prisonniers allemands. Chacun son tour, me dit stoïquement Roger. Il a raison, la fin de la guerre ne signifie pas l'arrêt de toutes les misères pour tous les peuples concernés. Il y a eu tant de morts, tant de victimes qui se retrouvent sans un toit sur leur tête, suite aux bombardements et aux combats acharnés. Roger, j'aimerais que tu me parles de la libération de Buchenwald. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Vous étiez apparemment beaucoup de détenus politiques, mais y avait-il aussi des juifs? Oui, il y en avait. Je t'ai parlé du tri fait parmi les détenus du camp depuis le début avril. Nous, les politiques, n'étions pas dans les mêmes blocs et nous n'étions pas décidés à nous laisser abattre comme des chiens au seuil de la liberté, car nous savions que les Américains n'étaient pas loin. Quitte à y laisser notre peau, nous étions bien résolus, s'il le fallait, à en découdre avec nos gardiens au moment le plus opportun. Mais pour en revenir aux Juifs, le 6 avril, les SS les ont tous fait sortir. Nous avons regardé tristement le défilé lamentable de ces pauvres malheureux. Leur sort ne faisait aucun doute, et chacun d'entre eux savait ce qui l'attendait. Roger explique combien ce convoi de fantômes et de squelettes avait quelque chose d'hallucinant. Infirmes, malades, vieillards, enfants, aucun n'est épargné. Ils se sont acheminés lentement vers la place d'appel. Quand il parle d'enfants, je suis interpellée, mais je n'ose l'interrompre. Certains y ont été traînés par des camarades un peu moins déprimés. D'autres ont fait quelques mètres et se sont affaissés à nos pieds, précise-t-il. Si nous esquissions le moindre geste, nous risquions nous aussi d'être emmenés. Les malheureux ont été frappés à coups de pied, à coups de matraque. Péniblement, les nerfs bandés et la volonté tendue, certains ont redressé leur pauvre corps malade et, dans un suprême effort, ont continué à gravir ce calvaire effarant. Les autres, incapables d'aucun mouvement, sont restés là, prostrés, le souffle court, les yeux vitreux. Après quelques spasmes, ils se sont écroulés, définitivement. La voix de Roger s'étrangle au fur et à mesure. Il s'arrête pour se reprendre. Comme je te l'ai dit, depuis le 5 avril, nous ne sortions plus du camp et le travail était stoppé. Mais à partir du 6, l'évacuation vers les marches de la mort a été engagée par les SS. Ils ont commencé par les blocs du petit camp. Évacués vers où? Nous l'ignorions. Ces blocs comprenaient surtout des détenus ayant déjà été, en janvier et février,
contraint à cette marche d'évacuation des camps de l'Est, notamment à Auschwitz, devant les avancées des armées soviétiques. Il s'interrompt de nouveau, hésitant. Dans le petit camp, séparé du reste du camp de concentration par une clôture de barbelés, il y avait le bloc 66, créé au début de l'année suite à l'intervention d'Antonin Kalina, un prisonnier tchèque communiste. Avec le concours d'autres prisonniers politiques, il est parvenu à convaincre les SS de Buchenwald de les laisser créer un bloc pour accueillir l'arrivée des adolescents en provenance de l'Est. Ce bloc, réservé aux enfants, a été installé à dessein dans un angle du petit camp, afin d'être aussi éloigné que possible de la surveillance des nazis. Chaque bloc était sous la responsabilité d'un capot, chargé de vérifier que les prisonniers se rendent à l'appel, suivent les ordres, effectuent les tâches qui leur étaient affectées, ainsi que les travaux quotidiens. Le capot du bloc 66 était Kalina, mais sa principale responsabilité était tout autre, c'était de sauver les quelques 900 garçons rattachés au bloc 66. Et il a réussi ? Le jour de la libération, sur les 21 000 prisonniers libérés, il y avait 904 enfants. Je vois. Comment Kalina et les autres s'y sont-ils pris ? Les enfants sont plus vulnérables face à la maladie, à la faim et aux traumatismes tant physiques que psychiques. Même si les conditions étaient médiocres pour tout le monde à Buchenwald, elles étaient légèrement meilleures pour les enfants du bloc 66. Les adultes, en particulier les prisonniers communistes, mais aussi les autres prisonniers de Buchenwald, ont cherché à les secourir et ont tout fait pour les protéger des SS. Par-dessus tout, il fallait empêcher qu'ils soient emmenés dans les marches de la mort. Certains hommes remettaient des rations supplémentaires aux garçons affamés et partageaient avec eux les colis de la Croix-Rouge. Les enfants n'étaient pas envoyés au travail, car trop faibles et trop jeunes pour suivre le rythme. Roger m'explique que pendant la journée, dès que possible, des anciens enseignaient aux enfants des chansons en yiddish et des récits, et les adolescents s'attachaient à maintenir chez les plus jeunes l'espoir de regagner le monde extérieur. En outre, pour protéger les enfants des baraquements, Kalina leur avait fait changer leurs vêtements pour d'autres dépourvus des signes distinctifs assignés aux Juifs. Il avait changé les prénoms à consonance juive des garçons pour les soustraire aux actes antisémites des SS. Notre ancien ouvrier me précise que les évacuations avaient duré jusqu'au 10 avril. Les blocs 10, 14, 26, occupés par des Français, encerclés par les SS, en avaient fait partie. Le matin du 11 avril, les prisonniers pouvaient entendre le bruit des armes dans la plaine vers Erfurt. Les Américains approchaient et en fin de matinée, la radio avait ordonné aux SS de quitter le camp. Certes, le camp ne pouvait plus être évacué et chez les SS c'était la débandade, mais les miradors étaient toujours occupés et les sentinelles pouvaient faire feu et frapper tout le camp. Vers 15 heures, le signal de l'attaque avait été donné. La plupart des groupes des différentes nationalités s'étaient éparpillés tout autour du camp. Chaque groupement avait filé à son poste. Pour nous, les Français, il s'agissait de la tour d'entrée, du secteur de la gare et de la route vers Weimar, ainsi que la forêt, m'annonce Roger. La suite, tu la connais. Le camp libéré, il fallait assurer la vie dans le camp. Même si l'ensemble du camp était sécurisé par les Américains et la sauvegarde des rescapés assurée, il fallait de la nourriture, réparer le système d'arrivée d'eau saboté par les SS dans leur fuite, assurer les soins. Bref, toutes les tâches nécessaires à la survie des rescapés. Ça a été le rôle du comité qui avait préparé la libération. Les quelques 3000 Français présents dans le camp ont alors vu au grand jour les instigateurs de cette résistance, calqués sur l'organisation du Conseil national de la résistance, tels le colonel Frédéric-Henri Manès et Marcel Paul, ouvriers du gaz, militants politiques et syndicalistes, commandants des FTP. Ils ont été rapidement évacués vers la France en avion pour secouer un peu les services du rapatriement. Un docteur français a eu la responsabilité de l'organisation des soins aux malades et aux blessés. Il y avait aussi les morts à enterrer, rassemblés dans des charniers. Madame Buisson, qui assiste, toujours muette à nos discussions, s'était éclipsée pour nous préparer un café et revient à ce moment avec nos 3 tasses fumantes. Je la remercie de cette attention avant d'intervenir. « Roger, tu m'as dit au début que tu avais d'abord été déporté vers Auschwitz, dis-je. »« Oui, je n'y suis resté que 15 jours. » Je sens que Roger est sur la défensive cette fois, comme si quelque chose le bloquait. «
Après avoir avalé une gorgée de café, il se lance. Nous avons quitté le camp de Compiègne-Royalieu entassé à 100, voire 120, dans des wagons de marchandises hermétiquement fermés, pour un voyage de 4 jours et 3 nuits à travers l'Europe, sans manger, sans boire, sans dormir, sans air, debout ou accroupi. Lorsque nous avons débarqué à Birkenau, le 26 avril 1944, et que des prêtres en soutane ont déboulé des wagons, cela a semblé provoquer la stupéfaction des gardiens. Nous avons vraiment eu l'impression que nous n'étions pas attendus dans ce camp, ce qui ne les a pas empêchés de nous accueillir avec des ordres beuglés en allemand, des coups de cravache, des chiens qui aboient. Les SS grimpaient dans les wagons pour achever les mourants, pousser ou jeter tout le monde dehors, exécuter ceux qui renaclaient, résistaient ou tentaient de s'enfuir. Sur les 1655 du départ, une 60aine d'entre nous étaient morts pendant le voyage, et autant avaient perdu la raison. Après une nuit d'enfer, nous avons été tatoués sur l'avant-bras gauche. Nous sommes restés 5 jours dans ce qui était appelé les écuries de la mort, des baraques sans lit, sans table, sans chaise, un sol de terre battue avec des flaques d'eau, proches des chambres à gaz et des crématoires 4 et 5. Je frémis en entendant cela, et Roger le remarque. Tu imagines bien toutes les incertitudes angoissantes que cela génère. Puis, le 5 mai, changement de régime. Nous avons été transférés collectivement dans des baraquements de quarantaine plus confortables dans le camp des hommes. Et après avoir laissé sur place 92 intransportables, c'est un convoi de 1578 qui repartit le 12 mai pour Buchenwald, où nous sommes arrivés le 14. Un peu plus de 500 d'entre nous ont été incorporés, pendant que les quelques 1000 autres repartaient le 16 pour être acheminés vers Flossenburg. Bizarrement, pendant ce voyage, nous n'étions que 50 par wagon. Je saute sur l'occasion de quelques secondes de silence pour poser une question qui me taraude. Pourquoi as-tu dit que tu avais l'impression que votre convoi n'était pas attendu à Auschwitz-Birkenau? À l'air interloqué des SS d'abord, surtout quand ils ont vu les prêtres. Et certains d'entre nous qui comprenaient l'allemand ont clairement entendu que nous n'étions pas juifs et que nous n'avions rien à faire là. Et cela reste un mystère. Était-ce une erreur de la bureaucratie allemande? Une vengeance? Je n'en sais rien. Tu es différent quand tu parles de Birkenau par rapport à Buchenwald. C'est alors qu'il révèle qu'en quelques jours, dans cet immense camp, à la fois d'extermination et de travail forcé, lui et ses compagnons se sont rendus compte des traitements infligés aux Juifs de toutes les nations. Il raconte qu'à peine sortis du train, les prisonniers subissaient la sélection. D'un côté, les faibles, les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes, les enfants, pour les conduire vers ce qu'on leur laissait croire être des installations sanitaires, des douches. Mais en fait, il s'agissait de chambres à gaz. D'un autre côté, les adultes, jugés les plus valides par les SS, et destinés, a priori, au travail forcé. Cela avait en théorie au moins 15 ans. Mais certains enfants, faisant plus que leur âge, se vieillissaient sur les conseils donnés au passage par des déportés en costume rayé, chargés d'enlever les cadavres des trains. Souvent, le docteur Joseph Mengele ou ses assistants opéraient en complément une sélection parmi les nouveaux venus pour conduire des expériences médicales. Dans tous les cas, les détenus étaient contraints de se dévêtir totalement. Les cadavres de ceux qui avaient été gazés étaient tondus, dépouillés de leurs bijoux ou de leurs dents en or, puis chargés dans un monte-charge menant au four crématoire. Ceux destinés au travail étaient également tondus, tatoués, à l'avant-bras gauche, avec un matricule qui devenait leur nouvelle identité, désinfectés, puis envoyés en quarantaine dans des baraquements un peu à l'écart des installations principales. Tous les biens, vêtements, lunettes, jouets, etc., récupérés sur les morts ou volés aux survivants, étaient triés par des équipes de déportés dévolues à cette tâche et stockés dans des entrepôts appelés Canada dans le jargon du camp. Tous les objets personnels de valeur étaient comptabilisés et listés par l'administration du camp avant d'être envoyés en Allemagne. Après leur quarantaine et une sévère désinfection, les survivants au premier tri étaient répartis en commandos de travail et employés comme main-d'œuvre esclave. Lorsque nous sommes arrivés, les crématoires tournaient à plein régime, poursuit Roger.
Mais les nazis tuaient apparemment plus de victimes que les fours ne pouvaient en accepter et devaient brûler les corps dans des fosses de crémation creusées à proximité. Les cendres étaient transportées par camion jusqu'à la Vistule toute proche, où elles étaient dispersées dans le fleuve. Mais ce n'était pas tout. Roger nous relate aussi la vie des commandos, avec l'appel à 4 heures du matin, qui pouvait parfois durer des heures, en rang, sans bouger, car elles étaient comptées et recomptées. Pendant ce temps, les gardes pouvaient leur infliger des punitions, pour un bouton manquant, une gamelle mal nettoyée, ou bien les contraindre à rester 1 heure en position accroupie, les mains sur la tête, ou à recevoir des coups. Les détenus se supportaient l'un l'autre jusqu'à ce que l'épreuve soit finie, car ils savaient qu'un détenu affaibli était aussitôt tué. Il pouvait y avoir 5 à 10 prisonniers retrouvés morts après chaque nuit, dans chaque baraquement. Après l'appel, les commandos se mettaient en marche vers leur lieu de travail, par groupe de 5, dans leur tenue de camp rayée, normalement sans sous-vêtements, portant des sabots de bois mal adaptés à leurs pieds et sans chaussettes. La journée de travail durait 12 heures en été, et un peu moins en hiver, sous la responsabilité des capots et surveillés par les SS. Il s'agissait de travaux dans les usines dépendant du camp, dans des gravières ou dans les dépôts de bois, mais aussi dans des fermes ou à l'intérieur du camp sans pause. Un prisonnier était même assigné aux latrines, pour mesurer le temps que les détenus prenaient pour se soulager. Le dimanche n'était pas un jour de travail, mais les prisonniers devaient nettoyer les baraquements et prendre leur douche hebdomadaire. Un second appel était effectué le soir, et lorsqu'un prisonnier manquait à l'appel, les autres devaient rester en place jusqu'à ce que la cause de cette absence soit identifiée. Cela pouvait s'accompagner de punitions collectives ou individuelles, selon ce qui s'était produit durant la journée. Les prisonniers recevaient alors leur ration d'eau et de pain et regagnaient leur baraquement. Le couvre-feu intervenait 2 ou 3 heures plus tard. Les prisonniers dormaient sur des banquettes en bois, sur leurs vêtements et chaussures, pour éviter qu'ils ne soient volés. Le matin, les prisonniers recevaient une boisson chaude mais pas de nourriture. Le midi, ils recevaient une soupe claire, sans viande, et le soir un quignon de pain rassis. La plupart des prisonniers gardaient un peu de pain pour le lendemain matin. La ration journalière ne dépassait pas 700 calories. À l'exception des détenus soumis aux expérimentations médicales, qui étaient mieux nourris et mieux vêtus. Tout cela dans des conditions sanitaires déplorables et un manque criant d'eau potable. Quand il s'arrête enfin, je sens la nausée m'envahir, mais je parviens à maîtriser mes hauts le cœur. Lorsque nous sommes repartis le 12 mai, ajoute-t-il, un officier SS nous a dit « Oubliez tout. Ne dites rien de ce que vous avez vu. Vous partez pour un camp modèle d'Allemagne, Buchenwald. » Un camp modèle. Nous ne savions pas s'il était sérieux ou s'il se moquait de nous. En tout cas, lorsque notre train avait démarré, Desnos, qui était avec nous, a déclaré que ce qu'il avait vu ferait un superbe reportage. « Desnos ? Tu veux dire Robert Desnos, l'écrivain » m'étonnai-je. « Oui, peut-être. Il écrivait des poèmes, je crois. En tout cas, il parlait comme un livre. Il assurait qu'il avait découvert l'indicible, comme il disait. La folie meurtrière au quotidien, la hiérarchie entre les déportés, le rôle des capots, la haine entre les nationalités, l'avilissement de certains. Je me souviens qu'il avait déclaré qu'il y avait de quoi perdre ses rêves. Mais que l'essentiel était de ne pas devenir le sous-homme qu'on attendait de lui. Il avait raison, dis-je. Tout ce qui était fait aux Juifs, par exemple la tonte, qu'ils doivent se mettre nus, les réduire à un matricule, les obliger à porter des tenues toutes identiques et informes, avait pour but de les déshumaniser. Après ce séjour en enfer, l'arrivée à Buchenwald a semblé un enchantement, ajoute Roger. Après Weimar, après la forêt de Thuringe, le train a grimpé une colline pittoresque et s'est presque arrêté au sommet dans une clairière. Mais ça n'a pas duré. Certes, les pelouses étaient entretenues, les maisons fleuries, mais les coups de crosse, les ordres hurlés et les morsures de chiens ont été notre comité d'accueil. Sur la porte grillagée était inscrite cette phrase « Jedem das Seine ». Desnos s'est fait traduire ces mots. « Et ça veut dire quoi » demandai-je curieuse. « À chacun son dû. » Desnos nous a dit après que ça devait être de l'humour plus que noir, car juste dans la foulée, nous avons été comptés et frappés en même temps. Un sacré bonhomme, ce Desnos. « Pourquoi » questionnai-je encore.
Il est allé ensuite de groupe en groupe pour plaisanter un moment avec chacun d'entre nous, et prenant notre bras, il a lu dans les lignes de nos mains. Et il nous parlait de l'avenir avec tant de confiance et d'assurance que peu à peu ceux qui étaient désespérés un instant plus tôt avaient oublié leurs conditions misérables et reprenaient espoir. Je me souviendrai toujours de la scène de ce soir-là. Malheureusement, Robert a fait partie de ceux qui sont partis pour Flossenburg. J'espère qu'il s'en est tiré. Roger semble finalement soulagé d'avoir parlé. Je continuerai à venir le voir 1 à 2 fois par semaine, mais nous n'aborderons plus jamais l'épisode de Birkenau. Sa mère le trouvait moins renfermé qu'au départ. Les cauchemars étaient toujours là, mais moins fréquents. Et surtout, il avait repris un peu de poids. Pour autant, son état de santé était loin d'être florissant et il se fatiguait vite. J'ai rempli tout un cahier suite à ces confidences. À la suite de chacune de mes visites, je m'attelais à la tâche, tant j'avais peur d'oublier quelque chose. Maintenant, j'allais devoir remettre tout ça dans l'ordre pour avoir une image nette de tout ce que Roger avait vécu. Personne ne doit oublier ce qui s'est passé dans ces camps. Le témoignage de Roger me semble essentiel. Qui sait, si un jour il a des enfants, peut-être voudront-ils savoir ce qu'il a enduré, comme ces milliers de compagnons de misère.